Bonsoir à tous. La conférence que je vous propose ce soir donc a pour sujet l'utilisation de la psychologie, en tout cas des connaissances de notre psychisme. Aujourd'hui, les neurosciences, donc l'utilisation qui en est faite au niveau social à travers le temps. Édouard Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, qui était aux États-Unis. Alors il est mort à 104 ans, je crois, en 1995. Et donc c'est lui qui est le père du marketing et de la propagande, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas dans un régime nazi ou sous Staline que la propagande est née, mais c'est bien aux États-Unis. Édouard Bernays, donc j'ai mis la photo là, a commencé à utiliser les théories de son oncle Freud et aussi les théories des foules de Gustave Le Bon, donc au service des entreprises et des corporations américaines. L'objectif donc étant d'utiliser ces connaissances pour permettre aux marchés financiers notamment d'obtenir des marchés et de développer le business, on va dire. C'est toutes ces théories, donc là je me réfère notamment à ce livre, donc Propaganda, qui est la traduction française de l'ouvrage de Édouard Bernays qui s'est fait en 1928, où il explique les bases donc, du marketing, et avec comment on utilise et on exploite notamment les pulsions des individus afin de créer donc une société, la société qu'on connaît maintenant, donc la société de consommation. Et il faut savoir que ce document-là, ces théories-là, sur le marketing ont été ont été utilisées par le régime nazi et notamment Goebbels, qui en effet la propagande, donc ces principes-là ont été utilisés pour arriver au pouvoir, mais aussi pour le conserver pendant les années du Troisième Reich. Les principes qu'a développé Bernays sont sur deux volets différents. Donc sur le volet du marketing, où là les clients étaient en effet les grandes entreprises américaines. Alors j'ai mis General Motors ou Lucky Strike. Alors Lucky Strike parce que notamment Bernays, c'est celui qui a été missionné par Lucky Strike et les cigarettiers pour augmenter les parts de marché et que les femmes se mettent à fumer. Et c'est donc lui, avec les théories de Freud, qui a imposé ça. Alors comment il l'a fait? Vous avez assez peu de photos, mais en fait, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de fumer, et il a donc utilisé les suffragettes. Alors il a orchestré un grand événement, donc le jour de la liberté, et il a fait sortir d'un gâteau et avec une cigarette les suffragettes qui voulaient en effet avoir le droit de vote. Et donc et il appelait ça les torches de la liberté. Alors bien sûr avec la symbolique de la statue de la liberté et la fameuse torche, et à partir de ce moment-là, en effet, les femmes se sont mises à fumer. Voilà. Et plus personne n'a dit quoi que ce soit quand une femme fumait, puisque c'était mis en lien avec ça. Alors, en quoi ça a un rapport avec les théories freudiennes? C'est que le symbole de la cigarette, donc c'est le symbole phallique, et ça représente la puissance masculine. Et donc, il a déterminé que de le lier à la liberté et aux suffragettes, donc c'était quelque chose qui était... et en effet, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est vraiment le pouvoir de l'ombre. Il n'a pas du tout été connu, on n'en a pas entendu parler. Moi, à la fac, on ne m'en a pas parlé parce que je suis psychologue, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On me parlait de déontologie, mais pas du tout de l'utilisation sociale qui était faite des théories de psychologie, notamment par le marketing. Donc, première branche, le marketing, et puis la deuxième branche, c'était ce qu'il appelait les relations publiques, plus exactement la propagande, parce que propagande n'avait pas très très bonne presse, c'était pas un mot qui était joli, mais donc il appelait ça plutôt public relation, et là donc c'était directement le gouvernement américain
qui avait recours à ses services. Il a été notamment, alors, soit pour redorer un petit peu l'image des présidents ou des hommes politiques, ou alors pour la CIA, il a travaillé dans le cadre de contextes de guerre. D'ailleurs, j'ai un petit film pour expliquer un petit peu les fondements qui illustrent comment en effet tout ça a été orchestré. J'ai un petit passage, parce que je me suis inspirée beaucoup de ça, où il y a un documentaire de la BBC de 2003 qui a eu l'award d'ailleurs du meilleur documentaire et qui montre avec les images d'archives, parce qu'il y a les archives déclassifiées, etc., ce qu'il en était. One of Bernays' main clients was the giant United Fruit Company. They owned vast banana plantations in Guatemala in Central America. For decades, United Fruit had controlled the country through pliable dictators. It was known as a banana republic. But in 1950, a young officer, Colonel Arbenz, was elected president. He promised to remove United Fruit's control over the country. And in 1953, he announced the government would take over much of their land. It was a massively popular move, but a disaster for United Fruit, and they turned to Bernays to help get rid of Arbenz. United Fruit brings in Bernays, and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there into this being very close to the American shore, a threat to American democracy, that it being at a time in the Cold War when Americans responded to issues of the Red Scare and what communism might do, he was trying to transform this and brilliantly did transform it into an issue of a communist threat very close to our shores, taking United Fruit again as a commercial client out of the picture and making it look like a question of American democracy, American values being threatened. In reality, Arbenz was a democratic socialist with no links to Moscow. But Bernays set out to turn him into a communist threat to America. He organized a trip to Guatemala for influential American journalists. Few of them knew anything about the country or its politics. Bernays arranged for them to be entertained and to meet selected Guatemalan politicians who told them that Arbenz was a communist controlled by Moscow. During the trip, there was also a violent anti-American demonstration in the capital. Many of those who worked for United Fruit were convinced it had been organized by Bernays himself. He also created a fake independent news agency in America called the Middle American Information Bureau. It bombarded the American media with press releases saying that Moscow was planning to use Guatemala as a beachhead to attack America. All of this had the desired effect. In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. They agitated and led in demonstrations against neighboring countries and the United States. But what Bernays was doing was not just trying to blacken the Arbenz regime. He was part of a secret plot. President Eisenhower had agreed that America should topple the Arbenz government, but secretly. The CIA were instructed to organize a coup. Working with the United Fruit Company, the CIA trained and armed a rebel army and found a new leader for the country called Colonel Armas. The CIA agent in charge was Howard Hunt, later one of the Watergate burglars. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. As planes flown by CIA pilots dropped bombs on Guatemala City, Edward Bernays carried on his propaganda campaign in the American press. He was preparing the American population to see this as the liberation of Guatemala by freedom fighters for democracy. On June the 27th, 1954, Colonel Arbenz fled the country, and Armas arrived as the new leader. Within months, Vice President Nixon visited Guatemala.
In an event staged by United Fruit's PR department, he was shown piles of Marxist literature that had been found, it was said, in the presidential palace. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. And we are sure that under your leadership, supported by the people whom I have met by the hundreds on my visit to Guatemala, that Guatemala is going to enter a new era in which there will be prosperity for the people together with liberty for the people. Thank you very much for allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. He had manipulated the American people, but he had done so because he, like many others at the time, believed that the interests of business and the interests of America were indivisible, especially when faced with the threat of communism. But Bernays was convinced that to explain this rationally to the American people was impossible, because they were not rational. Instead, one had to touch on their inner fears and manipulate them in the interests of a higher truth. He called it the engineering of consent. Voilà, donc ça durait un petit peu. Ça va, vous avez réussi à lire. Cet extrait donc, est intéressant parce qu'il montre l'utilisation notamment qui était faite des médias, qui était surtout appuyé sur faire passer une société donc, du besoin à une société donc de consommation. Hein. Et là, on voit donc, par rapport à United Fruit, donc c'est en effet consommer des bananes. Dans le documentaire original, on voit d'ailleurs après des publicités qui ont été faites sur ça en disant ben voilà, maintenant vous savez d'où viennent les bananes et votre maman va pouvoir faire des cakes aux bananes, etc. Là, l'idée en fait par rapport au marketing politique en tout cas, c'est de faire passer une pulsion, notamment la pulsion, la peur pendant la guerre froide, la peur des communistes, d'utiliser ces pulsions-là et ces sentiments pour les lier donc à des produits. Hein. Bon, ce documentaire était intéressant surtout parce qu'il montrait le pouvoir énorme des médias, comment donc il a mis en place des agences de presse spéciales qui diffusaient des articles pour donner des informations. Et tout ça est dans ce livre-là sur les principes du marketing. Il l'a développé donc dans le cadre de son travail de la relation publique, donc différents outils, notamment utiliser des scientifiques, financer des travaux, mais aussi les payer pour, comme caution par rapport à des produits, puisque les gens font confiance à ça. Notamment, il a, on ne disait pas coaché à l'époque, mais Caruso, donc il s'occupait d'un chanteur d'opéra, et il avait dit, il y avait des médecins qui disaient qu'en effet ça lui faisait une meilleure voix et puis c'était très bien de fumer, voilà. Par exemple, c'est dit aussi dans dans ce documentaire-là, qui est en 4 parties, c'est 4 fois 1 heure. Il a créé aussi donc, tout ce qui était presse spécialisée, donc en complément des médias mainstream, tout ce qui était les films aussi, à l'époque Hollywood, quand la mission était remplie, en effet, on fumait une cigarette, et donc ce qui faisait rentrer aussi par rapport à ça, y compris les femmes, donc il faisait rentrer les gens, les films permettaient de passer en effet pas mal de messages là-dessus, donc de créer des événementiels aussi. Il a développé ça, les défilés de mode et autres. La publicité du coup, mais qui ne parle plus en termes de besoin, racheter ma lessive parce qu'elle lave bien, mais qui va parler que du coup elle a tellement une bonne odeur on peut séduire tout le monde, voilà, sur des désirs plus liés à tout ce qui est attirance sexuelle ou être en tout cas désirable par rapport à ça. Vous avez donc l'instrumentalisation donc des médias de masse,
qui ne s'occupe plus du raisonnement, donc qui est lié à ça. Et puis aussi tout ce qui est sondage d'opinion et groupes cibles qui arriveront un petit peu plus après, mais c'est vrai que les psychanalystes américains à l'époque, et on le voit dans le documentaire aussi, étaient dans les agences de publicité et payés par les entreprises pour faire des groupes et leur faire donc expliciter aux gens leurs pulsions, leurs désirs, de façon à pouvoir donc formater des messages qui lient le produit à ses pulsions et ses désirs. Voilà, donc les médias alors ont un rôle vraiment important, hein. Je l'ai mis tout à l'heure, c'était le 4e pouvoir, c'est-à-dire que c'est la façon de formater l'opinion, puisqu'en fait on ne peut digérer que ce qu'on nous donne à manger. Et donc on a bien sûr plusieurs canaux, hein, donc la télé, la presse écrite, les films, la radio, les livres, les DVD et CD, bon pas à l'époque, mais voilà, l'affichage aussi, qui est une façon de faire donc, de la publicité, qui est un support marketing, et puis dernièrement aussi le web, hein, qui est un média de masse, mais qui finalement est individualisé, qui est un petit peu particulier, mais qui fait partie aussi de ça. Et en effet, dans une démocratie, comme c'est ceux qui formatent l'opinion, comme on le voit là, hein, donc pour le Guatemala, où en effet il fallait donner, en tout cas faire accepter à la population d'aller en guerre là-bas pour libérer les peuples au Guatemala, en effet, donc le formatage d'opinion est fondamental pour ça. Alors, donc, je vous en ai parlé. Donc, le documentaire, je ne sais pas si je l'ai dit, s'appelle le Century of Self, donc le siècle du moi. Cette phase-là, en tout cas, du marketing, et les débuts du marketing, donc c'est l'American Way of Life, hein, comme on appelle, où en effet les besoins et les désirs sont comblés par les entreprises. Hein, et c'est réellement ça qui est mis à l'œuvre, et les pulsions sont utilisées justement pour pouvoir combler ça par les produits. Et l'idée derrière, en fait, c'est pas du tout d'émanciper, hein, qu'on a dit, d'émanciper ou de libérer l'être humain, mais c'est bien par rapport à ça d'empêcher la sauvagerie, les pulsions, puisqu'en fait, Freud, notamment sur la fin de partie de sa vie, il avait un cancer de la mâchoire et avait une vision très pessimiste et assez négative de l'être humain, qu'il voyait plutôt comme des êtres égoïstes et puis aussi avec des pulsions agressives qu'il fallait absolument canaliser parce qu'elles étaient dangereuses. Et tout ce qui était donc ce domaine de ces pulsions devait être ensuite pris en charge en effet par la société pour les canaliser, et donc Édouard Bernays les a utilisés pour les canaliser par rapport aux produits et puis au pouvoir donc financier et capitaliste des États-Unis. Alors il faut savoir que Freud n'était pas du tout sur cette lignée-là, il n'était pas du tout d'accord pour que son neveu utilise ces théories-là pour les entreprises. Bernays lui avait proposé, quand il avait quitté l'Allemagne, que c'était un petit peu difficile financièrement, il avait proposé de venir et puis de faire des articles dans des magazines, et Freud avait refusé. Donc cette utilisation-là était pas inclus, je dirais, dans la théorie de Freud, hein, puisque lui, son objectif, c'était de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais l'utilisation sociale qui en a été faite aux États-Unis, donc relève plutôt de son neveu, voilà, Édouard Bernays. Vous avez un autre livre donc qui est de Noam Chomsky, qui s'appelle justement La fabrication du consentement, qui est un gros pavé et qui explique aussi toute cette période-là. Donc Noam Chomsky, qui est le linguiste, hein, au Massachusetts Institute of Technology, et qui explique donc l'emprise de notamment des corporations et des firmes américaines sur ça.
Alors, on a... alors, ce qui s'est passé, c'est que après ces années folles, où justement le capitalisme libéré, il y a eu la fameuse crise de 29 avec le jeudi noir, et donc les États-Unis sont tombés dans une grande crise avec énormément de suicides, de choses comme ça, et donc Roosevelt est arrivé au pouvoir, et son projet c'était alors comme de l'autre côté de l'Atlantique d'ailleurs, Hitler c'était la même chose, c'était de réguler le capitalisme, puisque en fait c'était l'une des causes de ces crises. Et Roosevelt a mis en place le New Deal, donc qui est de façon à remettre l'économie en place et puis redonner le moral aussi, c'est de redonner un rôle à l'État pour s'occuper des chantiers publics, des routes, etc. et relancer l'économie. Et évidemment, ce qui menaçait la liberté de United Fruit pour les bananes, mais aussi General Motors ou les cigarettiers. Et donc, ils ont mandaté notamment, il y a eu en 1939 l'exposition universelle à New York qui s'est fait, et Bernays a été mandaté par toutes les grandes entreprises américaines transnationales, donc General Electric, Carrier ou Ford, de mettre en place donc dans une logique d'avenir, on voit il est marqué The World of Tomorrow, donc cette sphère-là qui représente donc la démocratie et qui est donc un concept pour convaincre les Américains qu'en fait ce n'était pas l'État qui pouvait leur apporter le bonheur, mais c'était bien la climatisation que faisait Carrier, les superbes voitures qui permettaient d'aller où on veut, etc. Et l'électricité. Et que du coup, c'était de convaincre de ça et de saper cette politique. Donc dans la tête, dans les mentalités des gens, c'est une exposition universelle qui a eu un grand impact à l'époque. Et dans ce cadre-là, le citoyen, donc là on voit bien le lien entre la politique et le business, et l'entreprise, la consommation. Et le citoyen, du coup, il est conçu dans cette démocratie comme un agent, un consommateur, mais qui est complètement passif, qui est donc irrationnel, nues par des pulsions, et comme elles sont dangereuses, il faut en effet les canaliser par la consommation. Et c'est bien ce projet-là de société que portent les sociétés, les multinationales qu'on appelle maintenant, ou les pouvoirs, les puissances financières, et l'objectif étant justement de décider et de définir l'avenir. Avec des grandes... Dans le documentaire, il y a des images filmées de cette exposition universelle qui sont assez intéressantes, où on voit déjà des robots, des choses de ce type-là qui se retrouvent donc aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale a renforcé cette crainte, cette vision de l'homme pessimiste des théories freudiennes. Et par rapport à ça, il y a eu aux États-Unis vraiment un fossé de plus en plus grand entre les élites et les masses qui s'est fait, et donc un désir d'autant plus important de les contrôler. Parce qu'avec ce qui s'était passé au niveau des massacres, au niveau de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités qui s'étaient passées, donc ça a confirmé en tout cas dans les têtes des élites américaines qu'en effet il fallait absolument réprimer toutes ces pulsions agressives, égoïstes chez les êtres humains. Et puis, cette phase-là, un petit peu, donc le courant freudien, qui a été à l'origine de tout ce qui était propagande et marketing, donc a fini parce qu'il y a eu une phase, donc après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi différents échecs, parce que à l'époque, chaque VIP, chaque personnalité avait son psychanalyste, c'était vraiment quelque chose qui était très commun. Et il y a eu notamment le Marilyn Monroe, donc, qui était suivi par les psychanalystes, et
qui s'est suicidé. Et puis il y a aussi Anna Freud, puisqu'en fait c'est pas seulement Sigmund Freud, mais il y a aussi sa fille, hein, Anna Freud, qui a continué à travailler sur ces thèses-là, qui avait suivi une famille et en fait les enfants, une fois adultes, eux aussi ils se sont suicidés. Donc il y a eu tout un ensemble de chocs comme ça qui ont décrédibilisé ces théories freudiennes qui étaient justement d'utiliser les pulsions, mais pour que les gens se conforment à un modèle que l'État et que les entreprises avaient décidé. Hein, c'était ça, c'était des produits de masse en fait qui étaient consommés. Et vous avez, donc ça a fragilisé pas mal les choses. Et puis vous avez aussi donc Herbert Marcuse et aussi Wilhelm Reich, donc là qui était plus au niveau de la psychologie, qui ont aussi remis en cause les théories freudiennes. En critiquant et en disant qu'en effet de réprimer les pulsions, c'était quelque chose qui était au contraire, et que c'était la société qui pervertissait les gens, donc qu'il fallait au contraire libérer les pulsions, et notamment Herbert Marcuse, dont je vais parler plus précisément tout à l'heure. Donc c'était le courant freudo-marxiste, hein, donc c'était des freudiens, des psychanalystes, mais qui avaient revu ça à la lumière des théories marxistes. Et donc Herbert Marcuse a été à l'origine notamment de tout le courant étudiant anti-Vietnam et toutes les perturbations et les contestations qu'il y a eu, qui ont été d'ailleurs très très violentes. En 68, il y a eu plusieurs morts et qui a donné ensuite le mouvement hippie. Voilà, donc ça c'est la fin, je dirais, du freudien, et on passe ensuite à un autre événement important dans l'histoire, hein, de l'utilisation des sciences humaines, parce que là on touche plus à l'anthropologie, et puis à l'ensemble des sciences dans son ensemble. Donc le deuxième épisode important, c'est les conférences massives.